On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Cégep, évidemment, on va faire un peu le bilan des dernières années, parler de la planification stratégique, parler des enjeux, parler de l'avenir également de ce collège, parler aussi d'une petite décroissance, mais surtout de compression budgétaire avec lesquelles, évidemment, la direction doit composer. Bref, on fait le tour de toutes ces questions avec la directrice générale, Mme Chantal Denis. Parlons des priorités et des enjeux du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu avec sa directrice générale, Chantal Denis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Quelques actions ont été entreprises dans ces parce quelques qu'en mois. réalité, quand on s'était vu la dernière fois, c'était le dévoilement du plan de la planification stratégique. Effectivement. Donc ça fait à peu près un an et demi. Évidemment, normalement, ces plans-là sont bons pour quoi? 5 ans? 5 ans. Là, on est comme à peu près quoi? Une année, à peu près? La première année, c'était l'année dernière. Donc, on est dans la deuxième année d'implantation du plan stratégique. Qu'est-ce qu'on a fait l'an passé? L'année passée, on a fait beaucoup de choses, entre autres au niveau de la réussite scolaire. Donc, nous avons amélioré nos taux de réussite globaux pour de nos étudiantes et étudiants. Et également, on a fait une demande pour un nouveau programme, Technologie de l'architecture. Donc, on avait dans le plan stratégique d'avoir un nouveau programme. Donc, on a fait la demande. Le processus est complexe. On s'est entendu, les collèges de la Montérégie, ensemble pour que ce soit le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu qui fasse la demande pour Technologie de l'architecture. La demande est allée au ministère et nous avons obtenu l'autorisation d'offrir le programme en février 2014. Donc, nous avons travaillé à élaborer notre programme d'études et nous accueillerons les premiers étudiants et étudiantes à l'automne 2015. Alors, on est très fiers de ce nouveau programme. On est le seul cégep à offrir Technologie de l'architecture, évidemment, en Montérégie. Ça, c'est un point là, qui était dans le plan stratégique et que l'on a poursuivi durant l'année dernière pour avoir l'autorisation et cette année pour la mise en œuvre. Donc, en Montérégie, ce programme-là n'était pas du tout offert? Non, il n'était pas offert. La carte des programmes à Montérégie est assez faible. Et donc, les étudiants et étudiantes qui voulaient aller s'inscrire dans le programme Technologie de l'architecture devaient aller vers Montréal. Et on a travaillé notre dossier justement en regardant les nombres de demandes d'admission dans le programme et aussi tout ce qui a trait aux demandes d'employés dans ce programme-là, donc ce que les employeurs veulent. Et Emploi Québec a ciblé Saint-Jean-sur-Richelieu comme étant le meilleur endroit pour offrir le programme. Alors, en ce moment, on est dans les admissions du SRAM et déjà, on a au-delà de 40 demandes d'admission dans le programme et ça se termine le 1er mars. Et dans la dernière semaine, habituellement, il y a le quart des demandes de plus là, qui rentrent, le quart des demandes qui restent, qui vont rentrer. Et à l'interne, on a une dizaine de demandes de changement de programme pour aller vers Technologie de l'architecture. Donc, nous prévoyons accueillir, si tout va bien, si la qualité des dossiers est présente et ainsi de suite, au moins 45 étudiants et étudiantes dans le programme l'automne prochain. Le conseil d'administration, mardi dernier, a adopté le plan de formation. Puis, le plan de formation a été fait avec une vision vraiment intégratrice des compétences en architecture et aussi basée sur l'expertise que l'on a en technique de design d'intérieur. Donc, ce sont 2 architectes, nos enseignants, qui ont travaillé à l'élaboration du programme et qui ont fait une excellente présentation au conseil d'administration et qui ont démontré à quel point à Saint-Jean-sur-Richelieu, on travaille vraiment l'approche programme. Donc, l'intégration des compétences, l'intégration aussi de la formation générale, la formation spécifique et tout ce qui a trait aux disciplines contributives dans la formation spécifique. Donc, j'en conclus qu'il y avait véritablement un besoin en Montérégie et que dans ce domaine, le domaine de l'emploi en architecture, qu'il y a probablement plus de demandes depuis quelques années? Oui, effectivement. Il y a plus de demandes et effectivement, on voit, là, on va analyser les dossiers quand on va les recevoir la semaine prochaine et on va regarder sur le nombre de dossiers que l'on a, lesquels viennent justement de la région de la Montérégie pour voir l'effet de l'offrir en Montérégie. Bon. Outre l'ajout de ce programme dans la première année du plan stratégique, est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous avez mis en œuvre dans les derniers mois? Bien, disons que dans le plan stratégique, on avait comme cible de faire l'analyse de faisabilité pour faire une demande d'avoir un CPE sur nos terrains.
Alors, malgré la nouvelle loi, notre projet avec le Centre de la petite enfance, la petite caboche, va voir le jour en 2015. Donc, le ministère a fait une exception pour le projet Cégep-CPE du fait que c'est vraiment un projet qui entre dans les exigences du ministère pour cet appel d'offres-là. Là, quand ils ont fait, quand il y a eu les demandes de nouveaux CPE, bien, il fallait que ça rejoigne des employés, il fallait que ça rejoigne les étudiants. Et nous, notre projet entrait directement dans ça. On parle de combien de places? 80 places, majoritairement pour, c'est-à-dire en priorité pour les enfants de nos employés, les employés du cégep et les étudiants et étudiantes du cégep également. Qui ont aussi des enfants parfois, c'est ça? Oui, effectivement. C'est pas tout le monde, il y en a plusieurs. Ouais. Alors donc, ça a été une bonne nouvelle, ça a été confirmé. On a travaillé le dossier aussi l'année dernière beaucoup. À l'automne, on ne savait plus ce qui allait se passer et là, ça a été confirmé comme quoi ça verrait le jour il y a un mois environ. Wow! Ça, c'est une grosse nouvelle. Oui. Parce que, dans la région immédiate, les places en garderie n'en mouillent pas. Deuxièmement, je présume que pour vos employés, ça va être une plus-value assez incroyable. Effectivement, comme on est le 7e, 8e employeur le plus important de la région, avec à peu près 500 employés, plus 3200 étudiants et étudiantes. Vous avez 500 employés et de ce nombre, combien est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont des enfants en âge préscolaire? Oui. Il faudrait venir. On organise depuis 2 ans un dépouillement d'arbre de Noël organisé par les employés. Et j'étais là l'année passée, je suis là cette année. Et mes enfants, à moi, sont pas mal plus vieux. Mais là, c'est intéressant de voir, avec le renouvellement du personnel, tous les petits-enfants qui se promènent dans le collège. Avez-vous l'espace suffisant pour accueillir une installation CPE? Oui, effectivement. Ça va être en arrière du cégep, sur les terrains qui donnent sur la rue Coderre. Et c'est vraiment à l'arrière. Et c'est une installation, là, les dimensions, Mais ça nécessite un nouveau bâtiment. Là, oui, un nouveau bâtiment. Oui, un projet d'environ 1,2 million pour le ministère de la Famille. Mais qui va être géré sous forme de CPE. Effectivement. C'est le CPE qui va gérer le bâtiment. Et avec le cégep, c'est une entente sous forme de bail amphithéotique. Évidemment. Et donc, là, les plans ont été envoyés, ou l'appel d'offres est commencé, et c'est le CPE, la petite caboche, qui gère les travaux, et nous, on est là en collaboration. Actuellement, il y a combien d'élèves qui fréquentent le Cégep Saint-Jean? On est environ à 3200 étudiants et étudiantes à l'enseignement régulier et à peu près 1500 adultes en formation continue. Est-ce que c'est plus ou moins que d'autres années? Pour le nombre d'étudiants, cet automne, et on est un petit peu en deçà de l'automne d'il y a 3 ans, mais avec le nouveau programme Technologie de l'architecture, on espère remonter le nombre d'étudiants inscrits. Au niveau de l'état des lieux, parce que c'est quand même un vieux bâtiment qui nécessite parfois de la rénovation ou des agrandissements, est-ce que vous êtes quand même autosuffisant en termes d'espace? Oui, on a calculé, entre autres, pour recevoir 2 groupes en technologie de l'architecture, nous avons l'espace suffisant. Mais effectivement, c'est un bâtiment qui a maintenant plus de 70 ans, donc c'est un défi. Vous parliez des défis, mais c'est un défi constant de voir au maintien des actifs avec les budgets limités que l'on a. On y réussit et, entre autres, un des éléments qui était dans le plan stratégique au niveau de nos installations et de notre environnement, on a procédé aux travaux de réfection majeurs pour notre piscine. Et ça, autre bonne nouvelle, elle sera ouverte pour les activités communautaires le 25 juin. Donc, ça a été des travaux de grande importance, un projet d'au-delà de 2,8 millions. Et puis, nous en avons profité pour... C'était un bâtiment qui était fermé, oui. Mais là, on a les fenêtres qui vont ouvrir vers l'extérieur et ça va être magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres parties du bâtiment qui, disons, urgent en matière de travaux de rénovation? Bien, en ce moment, on regarde tout ce qui a trait à la maçonnerie. Là, on a des toitures qu'on doit réparer à court terme. Ça, je vous parle de maintien d'actifs. Oui. Et aussi le drainage. Donc, on a fait les entrées d'eau l'année passée. On a aménagé un nouveau terrain de soccer éclairé aussi pour remplacer celui qui va être... le CPE va un peu empiéter sur le terrain de soccer existant. Alors là, on en a un nouveau pour pouvoir maintenir les activités autant du cégep que de la ville. Bon, vous parlez de budget. Donc, le cégep fonctionne avec une enveloppe de... 38 millions annuellement.
38 millions. Là, je voyais tout récemment, donc on a quoi, un léger déficit opérationnel? Bien, ce qui est arrivé cette année, c'est qu'encore une fois, nous avons eu l'annonce d'une compression budgétaire en cours d'année. Alors, pour nous, pour gérer les finances du collège, c'est très difficile quand on reçoit ça en cours d'année. Alors, nous avions fait notre budget au mois de septembre, qui a été adopté pour l'année 14-15 en septembre par notre conseil d'administration. À ce moment-là, on a été en mesure d'absorber une compression près de 300 000 $. On arrivait avec un budget en équilibre. Le 6 janvier 2015, malgré les positions des conseils d'administration des cégeps, malgré la position de la Fédération des cégeps, qui dénonçait des compressions additionnelles possibles, nous avons eu la confirmation que la compression annoncée allait tomber. Et pour le cégep, ça représente un 265 100 $ de plus en compression pour l'année. Alors là, on se retrouve, on a 4 mois et demi pour faire ça. Donc, on a regardé les dépenses, les revenus, et finalement, le résultat final, c'est un léger déficit prévu au 30 juin 2015 de 50 000 $, ce qui nous laisse quand même un solde de fonds positif à la fin de l'année si cette prévision-là se réalise, de 50 000 $. Avez-vous des surplus? On a à peu près 155 000 en ce moment de surplus. Ce n'est pas un coussin très, très énorme. Là. Non, ce n'est pas une marge de manœuvre très énorme. Par contre, je vous rappelle aussi qu'en 4 ans, ça a été 1,9 million de compressions pour le cégep seulement. Et ça, c'est en maintenant le nombre d'élèves ou à peu près, c'est ça? À peu près, là. Depuis 4 ans, on est même un petit peu en baisse parce que la démographie nous rejoint. Donc, on est un petit peu en baisse au niveau de la population étudiante. Parce que le financement se fait en partie au prorata du nombre d'élèves. C'est directement relié au nombre d'étudiants inscrits au 20 septembre Sauf que et au 15 février. vous avez un manque à gagner qui est plus élevé que la perte d'élèves, là, c'est ça? Bien, c'est-à-dire que ça s'ajoute. Si on perd des élèves, ça veut dire qu'on a ça en moins. Aussi. Puis, on a les compressions qui s'ajoutent à ça quand on doit faire nos budgets. Donc, vous fonctionnez avec presque 2 millions de moins, c'est ça? Exactement. Alors, on a réussi à... C'est quoi les impacts? Bien, disons qu'on a réussi à le faire. C'est certain qu'on a regardé nos dépenses très finement. Alors, il y a certains services que l'on a dû réduire. Par exemple, pour les équipes sportives, on a dû, l'équipe d'impro, peut-être des choses pour nous qui n'étaient pas nécessairement directement reliées à la mission, mais les aides pédagogiques individuelles, tout le service d'aide, tous les services d'aide à la réussite, on a réussi, malgré ces compressions-là, à conserver la majorité de nos services. Avez-vous l'impression, vous êtes quand même une gestionnaire d'expérience, puis on voit évidemment le contexte budgétaire actuel, l'austérité, on a un ministre de l'Éducation qui ne fait pas nécessairement l'unanimité politiquement, il y a peut-être d'autres compressions à venir avec le budget du gouvernement le printemps prochain. Est-ce que pour vous, est-ce qu'on a vraiment atteint, disons, je ne dirais pas un point de non-retour, ou est-ce que, parce qu'on entend le même discours dans les municipalités, dans les commissions scolaires, là, est-ce qu'on peut encore couper ou il n'y a plus d'espace? Pour nous, en ce moment, il n'y en a plus d'espace. Là, le prochain exercice, on s'attend à avoir quand même des compressions avec tout ce que l'on entend. Il n'y a rien qui est confirmé. Et là, il va falloir regarder quel service on doit couper. Vous êtes rendu là? Oui, on est rendu là. Alors, il y a toujours, comme j'expliquais, parce qu'on fait maintenant des rencontres avec l'ensemble du personnel, des rencontres d'information à chacune des sessions, à l'automne, à l'hiver. Et il y en a eu une hier. Et comme j'expliquais aux gens, quand on pense à des compressions budgétaires, on pense souvent à la réduction des dépenses, mais il faut aussi se mettre en mode d'augmentation de revenus. Et là, comment on peut augmenter nos revenus aussi. Et ça, c'est pas évident. Parce que des revenus autres que les subsides du ministère, ça représente quoi chez vous? Bien, on est financé, pour nous, c'est 13 % de sources autres que le ministère et la balance vient du ministère. Donc, le 13 % est là et peut-être qu'il pourrait être un peu plus important et c'est ça qu'on est en train de regarder. D'examiner pour accroître les revenus. Oui, effectivement. Mais on est à la limite.
À la limite. Puis, je voudrais juste mentionner un autre élément quand on parle du plan stratégique qui inclut notre plan de réussite. Alors, on a aussi des objectifs de réussite pour nos étudiants et étudiantes. Et on a eu une très bonne nouvelle encore la semaine dernière, c'est que les étudiants et étudiantes en soins infirmiers sont arrivés 4e au Québec à l'examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, avec une moyenne de plus de 93 à l'examen. C'est un bon groupe. C'est des bons enseignants et c'est un bon groupe d'étudiants et d'étudiantes. Là. Mais vraiment, et à l'examen de l'Ordre, il y a les étudiants et étudiantes universitaires qui se présentent et évidemment collégiaux. Donc, on est très fiers de ça. Il reste maintenant, disons, 4 ans ou environ là, pour le reste du plan stratégique. Qu'est-ce qui reste à faire malgré le contexte budgétaire dans lequel vous devez opérer? Là? Bien, malgré le contexte budgétaire, on a encore beaucoup à faire pour augmenter le nombre de diplômés. On en a beaucoup parlé il y a quelques années avec le Comité Priorité Éducation qui était plus actif à ce moment-là, mais on met beaucoup d'énergie pour essayer de faire en sorte que notre nombre de diplômés augmente. Alors, donc, ça, c'en est un défi qui est relié avec tout ce qu'on fait au niveau de la réussite et de la persévérance. L'autre élément, c'est toujours d'aller, quand on parle du maintien des actifs, c'est certain que dans les 4 prochaines années, il faut continuer à avoir un intérêt pour tout ce qu'on a comme actif et ne pas laisser et ne pas négliger tout ça. Donc, pour nous, l'environnement sain, sécuritaire, c'est important et on met les énergies pour que ça se poursuive dans ce sens-là, malgré l'âge du bâtiment. Et entre autres aussi, tout ce qui a trait à l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, la formation aux adultes, c'est important dans les années qui s'en viennent et c'est un endroit où on a plus de flexibilité pour développer des programmes d'études. Donc, c'est l'espace qui vous reste pour compléter le plan stratégique. Là. Oui, et plus, là, parce qu'entre autres, il y a aussi une orientation dans le plan stratégique qui concerne tout ce qui a trait au climat de travail et au milieu de vie pour nos employés. Et ça, avec les gens qui remplacent, et c'est un défi constant. Donc, on travaille ça beaucoup avec une analyse qu'on a fait faire, avec un comité qui travaille sur ça, des rencontres avec le personnel. Alors ça, c'est un défi aussi pour les années à venir. Vous avez dit tantôt, en début d'entrevue, que l'un des objectifs, c'était d'augmenter les taux de réussite. En quoi ont-ils été augmentés là, depuis un certain temps? Bien, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est des augmentations de 2-3 là, dans Notre taux global était autour de 80 et là, il est rendu à 84 Donc, selon les programmes d'études, il y a différents moyens qui sont mis en œuvre. Je prends, par exemple, un programme comme technique de génie mécanique où c'est majoritairement des garçons. Puis, on a vu que la commission scolaire, entre autres, démontre un bon taux de réussite, une bonne augmentation du taux de passage secondaire collégial pour les garçons. Alors, nous, il y a tout l'apprentissage par projet qui rentre en ligne de compte. Donc, la diversification des méthodes d'apprentissage, c'est un moyen qui est utilisé dans plusieurs programmes pour favoriser la persévérance et la réussite. Est-ce que le fait d'étirer ces études, non pas sur 2, mais sur 3 ans, peut également être un vecteur de réussite? Autrement dit, dans certains cas, les élèves, pour alléger un peu les horaires de cours, vont parfois étaler leurs cours sur 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, plutôt que de le faire dans un court laps de temps, puis peut-être à ce moment-là avoir un échec ou 2. Est-ce que ça, est-ce que ça fait partie des outils utiles pour les étudiants? Entre autres, ce matin, je parlais à la coordonnatrice du département de soins infirmiers. Et pour le programme de soins infirmiers, on a un cheminement sur 4 ans. Donc, le cheminement régulier de 3 ans, mais on a le cheminement sur 4 ans. Et elle me disait à quel point les étudiants étaient reconnaissants d'avoir ce cheminement-là. Et effectivement, dans le cas de ce programme-là, ça aide à la réussite. Pour ceux qui sont en sciences humaines ou en sciences de la nature? Sciences humaines, sciences de la nature, on ne fait pas des cheminements en tant que tels, mais on offre les cours automne-hiver. Les mêmes cours, souvent, dans le programme. Donc, les étudiants qui peuvent échouer un cours, première session, ça arrive, les échecs, donc ils peuvent le reprendre tout de suite à l'hiver. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va allonger leur parcours scolaire. Alors donc, les cheminements, on sait que les étudiants travaillent, on sait que les étudiants ont des obligations familiales, dans certains cas, beaucoup. Alors, quand les étudiants demandent d'alléger, oui, on le fait, et ça peut être sur une période pour un programme prévu sur 3 ans, puis
pour un programme technique sur 4 ans. Service à la population, entre autres aussi, vous avez des services de formation continue. Oui. D'ailleurs, on recevait M. Hamann il n'y a pas tellement Oui. longtemps. Donc, qu'est-ce que c'est au juste? Bien, la formation continue, c'est tout ce qui a trait à l'éducation tout au long de la vie, donc l'éducation des adultes, et ça se déploie en différents services, dont le service aux entreprises, et je pense qu'on a parlé à ce moment-là des matinées de l'innovation et de tout le lien qui se fait avec les entreprises. Alors, pour le service aux entreprises, il y a différents services que l'on offre. On offre l'analyse des besoins, on offre la formation, soit au cégep ou en entreprise, on offre l'évaluation de la formation et ensuite de voir dans l'entreprise si les employés ont intégré la formation qu'ils ont suivie. Donc, c'est une série de services et d'étapes qui sont faites conjointement en collaboration avec les entreprises qui viennent nous voir. On offre aussi la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, quelqu'un qui a des expériences de travail, ça peut être reconnu pour avoir des unités reliées à un cours crédité. Et évidemment, il y a les attestations d'études collégiales. Donc, nous offrons des attestations en éducation spécialisée, éducation à l'enfance. On vient tout juste d'avoir une attestation en mécatronique. Et aussi, on a fait une entente avec le Cégep Saint-Laurent pour offrir l'attestation en des dispositifs de... non, retraitement des dispositifs médicaux, plus communément appelé stérilisation. Et ça, avec les hôpitaux de la région, on a une cohorte là, qui est en train d'étudier dans ce programme-là. Aviez-vous toujours un point de service du côté de Brossard? Oui. Donc ça, c'est maintenu? Oui, c'est maintenu. Et le volet international dans tout ça, est-ce qu'il est toujours actif? La première année du plan stratégique, donc l'année dernière, on avait mis un moratoire sur le dépôt de projet. On avait un projet en cours et on a voulu stabiliser ce projet-là. Mais avec les programmes Éducation pour l'emploi, qui sont pilotés par les collèges et instituts canadiens, nous avons fait des demandes pour avoir de nouveaux projets. Et cette année, on avait budgété un nouveau projet et là, on en a 3, donc au Pérou et en Bolivie. Alors là, on était beaucoup en Afrique, mais là, on s'en va plus en Amérique du Sud et c'est des projets en agriculture, donc une de nos spécialités. Et c'est vraiment la formation de formateurs et le développement de programmes. Donc, nos expertises qui sont transférées. Puisqu'on parle de l'avenir du Cégep Saint-Jean, il faut parler aussi de l'avenir de sa directrice générale. Quand on s'était vu il y a 1 an et demi, je pense que vous m'aviez dit que la retraite était peut-être une option éventuelle. Vous en êtes où dans votre réflexion? Je vais vous dire, avec tous les projets qui sont sur la table, et puis effectivement, le plan stratégique et sa réalisation, c'est pas demain matin. Ah non. OK, donc vous êtes là encore pour un petit bout. Quelque temps. Okay. Alors, le plan stratégique, j'ai oublié aussi de parler de la recherche. Alors, ça aussi, on a avancé là-dedans, reconnu par le CRSNG, le CRSH, et ça va se poursuivre dans les années qui s'en viennent. Bon. Mais est-ce que le conseil d'administration vous a confirmé pour des années à venir? Est-ce que vous avez un contrat? Bien, moi, je fonctionne avec un mandat. Donc, le mandat était de 5 ans et il se termine en 2016. 2016. Donc, vous êtes encore là pour un petit bout. C'est ça. Puis, il n'est pas dit que ça ne sera pas prolongé. Ça dépend on ne sait jamais. Il faudra avoir une boule de cristal. Ça prend une boule de cristal. Les gens qui veulent obtenir des renseignements sur, évidemment, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a le site Internet du Cégep Saint-Jean sur lequel on peut retrouver beaucoup d'informations. Effectivement, oui. Toute l'information, entre autres, on le tient à jour, c'est actualisé. On a une bonne équipe au niveau des communications qui fait ça régulièrement. Chantal Denis, merci beaucoup. Bien, je vous remercie. Bonne chance avec ce plan stratégique, les compressions budgétaires avec lesquelles vous devez malheureusement composer. Effectivement. Ça, c'est un peu moins drôle, mais on espère le faire en collaboration avec notre communauté. Et bonne continuation. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente bien sûr notre Bavière quotidien. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous.
Delta, version 3.0, jeudi, 19h. Spectacle bénéfice au profit de la Société canadienne du cancer, présenté ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu le samedi 21 mars à 19h à la polyvalente Armand-Racicot avec Karianne Laramé, Samuel Chouinard, Alexandre Belair et Thomas Hodgson. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous, on fait la captation le premier et le troisième lundi du mois. Et 2 jours suivants, donc le mercredi et le mercredi de la semaine suivante, on vous présente des extraits. Donc, avec un conseil, on vous fait bien sûr 2 émissions. Et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Tous les dimanches matins, 9h30, en direct, câble 09. C'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. tvhr9.com pour la liste ou vous téléphonez ici au 358-1912. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées. Pour me joindre directement et plus rapidement et plus facilement, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Vous pouvez revoir nos entrevues, nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. À demain. Bye bye.